Bonjour à toutes et à tous. Assalamu alaikum. Je suis Dr Boussif, responsable de la matière biosécurité et bioéthique. Je suis également ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette séance de notre cours intitulé Introduction à la bioéthique. Ce cours sera dispensé via la plateforme de téléenseignement de l'École supérieure en sciences biologiques d'Oran. Et je vous invite donc à commencer sans plus tarder notre deuxième thématique. Notre cours s'articule autour des objectifs suivants. Tout d'abord, nous allons définir la bioéthique et explorer ses concepts clés. Ensuite, on va analyser la nature pluridisciplinaire dans ce domaine. Pourquoi justement? C'est pour comprendre comment il interagit avec les autres disciplines. Nous allons aussi examiner les principes fondamentaux. Pourquoi? Parce que ces principes, justement, ils vont nous guider dans nos réflexions. Et par la suite, nous allons identifier ces principaux domaines ainsi que les enjeux qui leur sont associés. Alors, qu'est-ce que la bioéthique? Le terme de bioéthique est la conjugaison de deux notions issues du grec ancien. Bios, qui signifie vie et vivant, et éthikos, en référence à la morale et aux mœurs. De ce fait, la bioéthique est une discipline qui combine la biologie, la médecine et l'éthique pour traiter des questions morales liées aux avancées scientifiques et médicales. La bioéthique est apparue comme une discipline fondamentale dans la seconde moitié du XXe siècle en réponse à des progrès scientifiques et médicaux sans précédent. Les avancées majeures ont porté surtout sur la procréation médicalement assistée, la transplantation d'organes, la génétique, voire aussi les soins intensifs, et toutes ces avancées ont soulevé de nouvelles interrogations complexes. Et ces interrogations ont porté surtout sur la valeur de la vie, la dignité humaine et les limites à ne pas dépasser. En parallèle, il y a eu des tragédies historiques, telles que les expérimentations médicales non consenties durant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ce qui a créé la nécessité d'établir des cadres moraux, juridiques et sociaux. Pourquoi justement? C'est pour protéger les personnes vulnérables. Et c'est comme ça qu'est né le Code de Nuremberg, qui énonce 10 articles. Dans le premier article, porté justement sur le consentement volontaire du sujet humain, qui est absolument essentiel. La bioéthique est un domaine interdisciplinaire par excellence. Elle s'intéresse aux enjeux éthiques des nouvelles technologies et à leurs applications. Et contrairement à la déontologie médicale classique, la bioéthique fait intervenir une diversité d'acteurs et de disciplines, principalement les médecins, les biologistes, les généticiens, les philosophes, les juristes, les sociologues et les théologiens. Tout ça pour aborder les questionnements éthiques soulevés par les avancées biomédicales. Maintenant, nous allons aborder un aspect fondamental de la bioéthique, les 4 principes éthiques, à savoir l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice.
Ces 4 principes constituent le socle de la bioéthique, c'est-à-dire la base, la pierre angulaire. Ces 4 principes sont essentiels pour garantir le respect des droits des individus, mais aussi guider les pratiques médicales et les recherches scientifiques. Ils nous aident également à naviguer dans les dilemmes éthiques et à prendre des décisions éclairées. Le premier principe est celui de l'autonomie. Il s'agit du droit des individus à prendre des décisions concernant leur propre corps et leur santé. Cela signifie que les patients doivent être informés d'une manière claire et précise afin qu'ils puissent donner leur consentement éclairé avant de recevoir un traitement ou de participer à une recherche. Le deuxième principe est la bienfaisance. Ce principe implique l'obligation de promouvoir le bien-être des patients. Cela signifie que les professionnels de santé doivent agir dans le meilleur intérêt de leurs patients. Comment? Bien sûr, en leur offrant des soins qui maximisent les bénéfices tout en minimisant les risques. Et la bienfaisance est au cœur de la pratique médicale. Pourquoi? Parce qu'elle guide les actions des soignants vers le bien-être des personnes qu'ils accompagnent. Le troisième principe est la non-malfaisance. Ce principe stipule que l'on doit s'abstenir de causer du tort. Le principe rappelle aux professionnels de santé qu'ils ont la responsabilité de ne pas nuire à leurs patients, que ce soit par négligence ou par des actions mal intentionnées. La non-malfaisance est cruciale pour établir la confiance entre les patients et les soignants. Enfin, le quatrième principe est celui de la justice. Ce principe concerne l'équité dans la distribution des ressources et des soins en santé. Il stipule aussi que chaque individu, indépendamment de son statut socio-économique, de sa race ou de son genre, doit avoir un accès équitable aux soins. La justice cherche à éliminer les inégalités et à garantir que tous les patients soient traités de manière équitable. Dans un monde où les sciences progressent à une vitesse incroyable, chaque découverte ouvre de nouvelles possibilités, de nouveaux espoirs, mais aussi de nouvelles questions. Les avancées dans ces domaines peuvent parfois guérir, améliorer la qualité de vie et voire même la prolonger. Et pourtant, ces mêmes avancées peuvent aussi inquiéter, diviser ou remettre en cause certaines valeurs essentielles. Et c'est là précisément que la bioéthique intervient. Et pour mieux comprendre cette notion, nous allons donner des exemples des principaux domaines où les enjeux éthiques sont majeurs. Parmi les exemples que nous avons choisis, tout d'abord les procréations médicalement assistées, ensuite le don et la greffe d'organes, voir aussi le diagnostic prénatal et le diagnostic préimplantatoire, le clonage et les cellules souches, l'interruption volontaire de grossesse, l'euthanasie et l'acharnement thérapeutique, et pour terminer, nous allons voir les organismes génétiquement modifiés. Alors tous ces domaines illustrent comment la science,
la médecine et la société interagissent entre elles, mais aussi pourquoi il est essentiel d'avoir des règles claires pour respecter la dignité humaine, la justice, ainsi que les droits fondamentaux. Ces nouvelles technologies ont en commun d'être au cœur des questions actuelles soulevées par la recherche en sciences biomédicales. Et les questions de la bioéthique contemporaine, jusqu'où les scientifiques pourraient-ils aller pour manipuler la nature humaine et quels sont les inconvénients dus à l'utilisation de ces techniques qui s'avèrent dangereuses. Donc face à cette effervescence, la formation au questionnement bioéthique s'impose comme une priorité et la réflexion éthique est nécessaire pour accompagner les développements des recherches scientifiques afin d'anticiper leurs applications. Autrement dit, tout ce qui est réalisable sur le plan technique n'est pas forcément acceptable sur le plan éthique. Et la morale qui régit le fonctionnement d'une communauté doit faire face aux conséquences des acquis scientifiques. Il est nécessaire d'expliquer les enjeux, les risques, les bénéfices et les dangers. L'enseignement de la bioéthique constitue une étape vers l'éducation à la bioéthique. Et former à la bioéthique, c'est mettre en dialogue le scientifique qui cherche, trouve et valide, et le moraliste qui interpelle, questionne et se positionne. Cette tension appelle une méthode capable de réunir dans une même démarche la lecture des faits de la science et le repérage des valeurs auxquelles il renvoie. Étudier la bioéthique, c'est apprendre à penser autrement. Alors, comment doit-on penser autrement? On doit tout simplement apprendre à douter, à se poser des questions, à argumenter, et voire même à entrer dans un dialogue où la science ne suffit plus et où la morale, la justice, la liberté et l'humanité prennent toute la place. La bioéthique interroge sur les limites, éclaire les choix et nous rappelle que derrière chaque avancée scientifique, il y a des êtres humains, des vies, des droits et surtout une dignité humaine à préserver. Et la dignité humaine est une valeur intrinsèque. Lihiya karamatul insan. Après avoir défini la bioéthique comme une démarche de réflexion critique sur les enjeux moraux liés aux avancées scientifiques, on va passer maintenant à l'application concrète aux différents domaines que nous avons cités précédemment et qui touchent directement la vie humaine. Et le premier domaine que nous allons explorer est celui de la procréation médicalement assistée ou PMA. La procréation médicalement assistée, aussi appelée assistance médicale à la procréation, est un ensemble de pratiques cliniques, biologiques et sociologiques, où la médecine intervient dans la procréation. Ces techniques sont utilisées pour aider les couples ou les individus à concevoir un enfant lorsqu'il est difficile ou impossible, notamment en cas d'infertilité, c'est-à-dire en dehors du processus naturel. Et selon la nature du problème, différentes techniques médicales peuvent être proposées ou utilisées pour aider à la procréation.
Et selon l'Organisation mondiale de la santé, la PMA concerne tous les traitements ou procédures qui incluent la manipulation in vitro des ovocytes ou du sperme humain ou encore d'embryons dans le but d'obtenir une grossesse. La PMA représente un formidable espoir thérapeutique. Mais derrière ces progrès techniques se posent des questions fondamentales. Qui a le droit d'accéder? Quelles sont les limites techniques à ne pas franchir? Quel est le statut moral de l'embryon? Comment respecter la dignité des personnes concernées, qu'il s'agisse des futurs parents, des donneurs ou encore de l'enfant à naître? Et la bioéthique, justement, elle nous invite à ne pas nous contenter de la question « peut-on faire ?», mais surtout à se demander « devrait-on le faire ?» Elle nous pousse à interroger les conséquences de ces pratiques sur la société, sur la famille, sur la filiation et sur la place de l'humain dans la science. La procréation médicalement assistée est un domaine où la science, la médecine, l'éthique et la religion se rencontrent. Par exemple, dans la religion musulmane, la PMA est permise, mais uniquement sous des conditions très strictes. Pourquoi? Parce que justement, il faut protéger les principes fondamentaux. Et ces principes fondamentaux sont représentés notamment par la filiation, la dignité humaine et l'intégrité du mariage. Ainsi, la PMA n'est autorisée que dans le cadre du mariage légal. Et cela signifie que seuls les gamètes des deux époux, c'est-à-dire l'homme et la femme mariés, peuvent être utilisés. Le don de sperme ou d'ovocytes est strictement interdit. Pourquoi? Parce qu'il brouille la filiation. La fécondation in vitro est permise tant qu'elle utilise uniquement les gamètes du couple marié et que toutes les étapes se font pendant la période où le mariage est valide. Dans une perspective de bioéthique, ces règles montrent que la science ne peut pas être utilisée sans cadre moral et que toutes les avancées médicales doivent respecter la justice, la dignité de l'être humain, l'identité des futurs enfants et les droits fondamentaux. Ainsi, la société, la loi et la religion doivent accompagner la science, aller de pair. Pourquoi? C'est justement pour éviter les dérives, tajawuzat, et pour protéger les personnes vulnérables. On va passer aux dons et greffes d'organes. Ces pratiques, par définition, désignent un processus médical par lequel un organe ou un tissu est prélevé sur un donneur. Ce donneur peut être vivant ou décédé. Ensuite, cet organe ou ce tissu est transplanté à un receveur dans l'organe ou le tissu, bien sûr, est défaillant. Ce processus vise à restaurer la fonction organique et à améliorer la qualité de vie du patient. Du point de vue médical et scientifique, le don et la greffe d'organes reposent sur des principes de compatibilité immunologique, où les caractéristiques génétiques et tissulaires du donneur et du receveur doivent être compatibles pour minimiser les risques de rejet. Les avancées en médecine régénérative, l'utilisation de traitements immunosuppresseurs et les techniques de préservation des organes ont permis d'améliorer les résultats des greffes.
Sur le plan éthique, le don d'organes soulève des questions relatives à l'autonomie du donneur, au consentement éclairé et à l'équité d'accès aux greffes. Les lois varient d'un pays à l'autre, mais elles doivent garantir que le don soit volontaire et non commercialisé. Dans plusieurs législations, le consentement explicite du donneur ou de la famille est requis. Et des protocoles très stricts encadrent le processus de prélèvement et de transplantation d'organes. Dans la tradition islamique, le don d'organes est généralement accepté comme un acte de charité, sadaqa, et de solidarité, tawamun, tant qu'il ne contrevient pas aux principes religieux. Les fatwas des autorités islamiques varient, mais beaucoup estiment que la greffe d'organes peut être permise si elle est considérée comme une nécessité pour sauver la vie d'un être humain. Cependant, des préoccupations peuvent surgir concernant la définition de la mort, le consentement et l'intégrité du corps. Ainsi, pour les musulmans, le don d'organes est souvent perçu comme un acte louable tant que les valeurs religieuses sont respectées. On va passer maintenant au diagnostic prénatal. Cette technique repose sur des principes d'analyse génétique et d'imagerie médicale pour évaluer la santé du fœtus. Les résultats ainsi obtenus vont permettre aux parents de prendre des décisions éclairées concernant leur grossesse. Et selon la nature des anomalies détectées, les parents peuvent être orientés vers des spécialistes pour envisager des options médicales, éthiques ou encore psychologiques. Le diagnostic préimplantatoire, quant à lui, repose sur des techniques de biologie moléculaire et de génétique. Cela permet d'augmenter les chances de grossesse réussie et de réduire les risques de transmettre des maladies héréditaires. Ce type de diagnostic est souvent proposé aux couples ayant des antécédents familiaux de maladies génétiques ou encore ayant subi plusieurs échecs de FIV. Sur le plan éthique, le diagnostic prénatal soulève des questions complexes, notamment en ce qui concerne le droit à l'information, le consentement éclairé des parents et aussi les implications d'un diagnostic positif. Certaines cultures et religions peuvent avoir des positions variées, surtout en ce qui concerne l'interruption de grossesse en cas de malformation détectée. Le diagnostic prénatal et le diagnostic préimplantatoire sont des outils précieux en médecine reproductive, mais ils nécessitent une réflexion éthique et juridique approfondie. Bien sûr, tout en tenant compte des croyances culturelles et religieuses des individus, comme par exemple dans la tradition islamique, le diagnostic prénatal et le diagnostic préimplantatoire sont généralement acceptés, mais si et seulement si, tant que ces deux pratiques respectent les principes religieux. On va passer maintenant au clonage et aux cellules souches. Alors, conventionnellement, il existe deux types de clonage, le clonage thérapeutique et le clonage reproductif. Le clonage reproductif est une technique qui permet de créer un être vivant génétiquement identique à un autre. Et bien sûr, en utilisant la technique de transfert du noyau d'une cellule somatique, c'est-à-dire deux N chromosomes, dans un ovocyte énucléé, c'est-à-dire dépourvu de son noyau. Cette méthode rendue célèbre par le clonage du mouton Dolly en 1996 vise à produire un organisme complet, contrairement au clonage thérapeutique qui crée seulement des cellules souches, mais dans un but thérapeutique, notamment produire des organes
pour les greffer. Et les cellules souches embryonnaires sont des cellules indifférenciées et qui sont issues des embryons. Alors, ces cellules sont présentes dans la masse cellulaire interne du blastocyte, une boule creuse de cellules développées à partir du zygote après une mitose rapide. Sur le plan éthique, le clonage reproductif humain est strictement interdit. Pourquoi? Parce qu'il soulève des questions de dignité humaine, d'identité et de risque de graves dérives. Le clonage thérapeutique, quant à lui, est plus controversé, notamment en raison du statut moral accordé à l'embryon humain, qui est détruit lors du prélèvement des cellules souches. Et d'un point de vue juridique, tous les pays interdisent le clonage reproductif. Le clonage thérapeutique, il est accepté sous conditions très strictes. Pourquoi? C'est surtout pour garantir la protection de l'embryon et le consentement du donneur. Dans l'islam, le clonage reproductif est interdit. Le clonage thérapeutique reste un sujet plus ou moins débattu. La préservation de la vie et de la dignité humaine est primordiale. Et les décisions doivent être conformes aux principes de la charia. On va passer maintenant à l'interruption volontaire de grossesse, IVG. Selon l'OMS, l'avortement est une intervention simple et extrêmement sûre lorsqu'elle est pratiquée selon une méthode recommandée par l'OMS, adaptée à la durée de la grossesse et quand la personne pratiquant l'avortement a les compétences nécessaires. Du point de vue de l'islam, le respect de la vie humaine est fondamental. Et comme dans toute chose, il existe des exceptions, pour le cas de l'avortement, il existe deux exceptions. La première, si le fœtus est déjà décédé dans le ventre de sa mère, et la deuxième, si la vie de la mère est en danger. L'acharnement thérapeutique désigne la poursuite excessive et disproportionnée de traitements médicaux malgré l'absence d'espoir raisonnable d'amélioration ou de guérison, provoquant parfois même un prolongement artificiel de la souffrance. Le débat éthique oppose deux visions. Les partisans, certains défendent la poursuite des soins comme une forme de respect de la vie, un effort pour ne rien négliger. Contre d'autres qui dénoncent l'acharnement comme une négation de la dignité du patient, privilégiant une fin de vie apaisée plutôt que la poursuivre à tout prix. Sur le plan légal, la loi encadre strictement ces pratiques, en affirmant le droit du patient à refuser des traitements jugés disproportionnés et encadrant la responsabilité des professionnels de santé pour éviter toute forme d'acharnement. Le mot euthanasie vient du grec. Pour bonne et thanatos pour mort, qui signifie donc bonne mort ou mort sans souffrance. Ce terme désigne l'acte de provoquer volontairement la mort d'une personne afin de mettre fin à ses souffrances extrêmes et qui sont généralement liées à une maladie incurable, c'est-à-dire pour laquelle il n'existe aucun traitement. Sur le plan légal, certains pays autorisent l'euthanasie, mais bien sûr sous des conditions très strictes et bien encadrées. D'autres, en revanche, la prohibent totalement. L'euthanasie demeure un sujet très complexe à la croisée de la médecine, du droit et de la morale.
Dans la tradition islamique, l'euthanasie est considérée comme immorale, car la vie est sacrée et appartient à Dieu. Ainsi, en islam, la prise en charge des patients doit être empreinte de compassion et de respect pour la vie, même dans les moments les plus difficiles. Les organismes génétiquement modifiés sont des organismes dont le matériel génétique a été altéré à l'aide de techniques de génie génétique, souvent pour introduire des caractéristiques spécifiques, comme par exemple la résistance aux maladies, la tolérance aux herbicides ou encore l'amélioration de la valeur nutritionnelle. Le processus de modification génétique repose sur des techniques comme la transgénèse, où des gènes d'autres espèces sont introduits dans le génome d'un organisme cible. Cela permet d'accélérer l'amélioration des cultures ou des animaux en vue de répondre à des besoins agricoles ou environnementaux. Sur le plan médical, les OGM peuvent inclure des applications telles que la production de médicaments, comme par exemple l'insuline et les vaccins qui sont souvent fabriqués à partir de cellules ou d'organismes modifiés. Cette capacité de produire des protéines thérapeutiques à grande échelle a largement révolutionné le domaine de la biopharmacie. Cependant, les organismes génétiquement modifiés soulèvent des questions éthiques très importantes, particulièrement en ce qui concerne la sécurité alimentaire, l'impact sur la biodiversité et le droit des consommateurs à savoir ce qu'ils consomment. D'un point de vue juridique, la réglementation des OGM varie selon les pays. Par exemple, dans l'Union européenne, il existe des règles très strictes sur l'évaluation de la sécurité des OGM avant leur mise sur le marché. Les exigences en matière d'étiquetage permettent aux consommateurs de faire des choix informés. Dans d'autres régions, par exemple aux États-Unis, la réglementation peut être moins rigoureuse. Et c'est ce qui suscite des débats sur la transparence et la responsabilité. Du point de vue religieux, la modification génétique est perçue avec grande prudence. Si les OGM peuvent contribuer à résoudre des problèmes de sécurité sanitaire et alimentaire, par exemple, produire de l'insuline humaine et l'hormone de croissance humaine en modifiant le génome de bactéries, ils doivent être strictement évalués sur la base de leur impact sur la santé humaine, l'environnement et le respect des principes religieux. Pour terminer cette partie, il est important de retenir que toutes ces nouvelles technologies, bien qu'impressionnantes, impliquent aussi de nouvelles responsabilités. La bioéthique nous enseigne que chaque avancée scientifique doit être accompagnée d'une réflexion approfondie sur ses conséquences humaines, sociales et morales. C'est cette responsabilité qui guide nos choix et nous permet de préserver la dignité humaine face au progrès. En conclusion, on va dire que la bioéthique, en tant que discipline, nous invite à réfléchir en profondeur sur la manière dont le progrès scientifique et médical doit s'harmoniser avec les valeurs humaines et fondamentales. Cette discipline ne se limite pas à une simple connaissance technique ou juridique, mais engage une démarche éthique, critique,
et dialogique. L'essence même de la bioéthique repose sur des principes fondamentaux, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la justice, la non-malfaisance et la bienfaisance. Ces principes guident nos décisions face à des dilemmes souvent complexes et émotionnels, et où la science ne saurait à elle seule apporter toutes les réponses. Cette science, elle doit coexister avec une religion, une morale, une justice sociale et un respect de la personne. Et je vous remercie de votre attention. J'espère aussi que ce cours vous a permis de mieux connaître cette discipline. Pour toute question ou plus d'informations, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse suivante. À très bientôt.